L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Michaël Darmon. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste, éditorialiste, documentariste et écrivain et vous venez nous parler de votre dernier film appelé Les Guetteuses du 7 octobre que vous avez coécrit avec David Cornbrosa. On va parler de ce film que j'ai adoré, Michaël Darmon. Vous vous focalisez sur ces observatrices qui ont été en première ligne le 7 octobre. D'abord, avant de parler de ces témoignages poignants, on va parler de ce rôle attribué à ces jeunes femmes qui veulent ou parfois ne veulent pas être là, des postes indispensables. Elles sont 3000 observatrices en Israël, une mission réservée aux femmes pour surveiller les frontières du pays. Oui, effectivement, on les appelle les yeux de l'État. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle, avec David Cornbrosa, qui est le réalisateur du film, et film que j'ai donc coécrit avec lui, mais qu'il réalise pour France 5, qui est produit par Roche Productions, on s'est très vite intéressé, peu après le 7 octobre, à cette tragédie spécifique, à l'intérieur de toutes les tragédies, évidemment, que l'on a connues, à travers cette tragédie spécifique des guetteuses Nahal Oz, parce qu'on a compris à ce moment-là, grâce au rôle aussi d'Elia Deschel, le papa d'une jeune fille, d'une des jeunes guetteuses, qui s'est très vite mobilisée. On a compris le rôle particulier que ces soldates non combattantes, mais en première ligne, et étant habilitées et devant absolument, au fond, restituer tout ce qui se passait de non routinier dans la zone la plus sensible. Eh bien, quel rôle elles ont joué, comment elles ont transmis des informations bien en amont, comment ces informations n'ont pas été traitées manifestement comme il le fallait, et malheureusement, elles ont été en première ligne et les premières victimes qui sont tombées le 7 octobre à partir de 6h30 du matin. On s'est très vite intéressé à cette histoire parce que on a considéré aussi avec Roche Productions que c'était une arène narrative complète, évidemment impossible de dire parfaite, mais complète, pour pouvoir raconter à la fois la société israélienne, raconter ce qui s'est passé, raconter les raisons pour lesquelles ça a pu arriver. Et de ce point de vue-là, c'est comme ça qu'on a pu réussir à convaincre France Télévisions qu'on avait là une histoire qui pouvait être à la mémoire de ces jeunes filles et en même temps à la mémoire de cet événement, et pour parler et le raconter aux opinions internationales, puisque ce film aussi va être diffusé dans plusieurs pays. Alors, sans dévoiler évidemment ce qu'il va y avoir dans le film, on a quand même envie de vous poser cette question, Michaël Darmon. Comment expliquer que l'agitation des terroristes du Hamas, je dirais même la provocation des terroristes du Hamas qui pavanaient pendant des mois devant les caméras de ces jeunes femmes, devant les caméras de l'armée, n'ait pas inquiété le haut commandement israélien? Alors, on va évidemment pas dévoiler, mais en tout cas, on va inciter à s'y intéresser parce que ce film, justement, le dévoile, le raconte, le montre, et au fond, montre comment le Hamas a monté une grande manipulation à grande échelle sur plusieurs années, de façon à pouvoir créer les conditions du 7 octobre 2023. Et alors que l'on a l'habitude de regarder, de disséquer et d'admirer les grandes opérations hautement technologiques et opérationnelles d'Israël, du renseignement israélien, eh bien on va s'apercevoir à quel point, au fond, le grand spécialiste du renseignement a été floué, a été leurré par le Hamas, qui était jusque-là considéré comme étant inopérant. Alors dans ce film, il y a bien sûr les témoignages des parents qui ont perdu leur fille durant l'attaque du 7 octobre. Et ce qui m'a frappé, c'est que tous, ou presque, n'y croyaient pas à l'appel de leur fille cette matinée-là. Tous affirment, pensent que l'armée va arriver, l'armée va les sauver. C'était presque inenvisageable pour ces parents de perdre leur enfant dans de telles circonstances. Oui, parce que le 7 octobre a été un drame qui, au fond, est assez peu perceptible par ceux qui ne vivent pas en Israël, mais qui était évidemment puissamment ressenti par les Israéliens et par les parents, évidemment, des soldats et des soldates. C'est une sorte d'explosion du pacte entre l'État et les citoyens. Les citoyens israéliens qui
qui donnent leurs enfants, envoient leurs enfants à l'âge à la fin de l'enfance, pratiquement à 18 ans, à l'armée, qui font des sacrifices très importants, considèrent qu'en retour, l'État doit absolument les protéger et leur donner la possibilité de revenir vivants. C'est souvent ce qu'on a entendu depuis le 7 octobre, notamment de la part des familles d'otages et des familles de soldats tombés au combat, et des soldats. C'est de dire, vous aviez la responsabilité de nos enfants, vous deviez nous les rendre. Et c'est là, je dirais, c'est le cœur du traumatisme, même du post-traumatisme qui va continuer à redessiner, je dirais, à resculpter le pacte assez abîmé, il faut le dire, entre l'État d'Israël et ses citoyens de ce niveau-là. Et ça va être exactement, je pense, la matrice des changements obligatoires auxquels on va assister sur le long terme, dans des conditions qu'on ne connaît pas encore, mais qui très certainement vont marquer fortement leur empreinte sur le collectif israélien à partir de maintenant. L'une des guetteuses qui a survécu d'ailleurs à cette attaque terroriste a affirmé ne pas avoir été surprise de cette attaque. C'est quand même assourdissant d'entendre ça. C'est-à-dire qu'elles étaient persuadées que quelque chose se préparait et finalement on a juste l'impression qu'elles n'ont pas été prises au sérieux. Écoutez, on retrouve et là, les experts de renseignement de l'armée au placé que l'on a pu interroger pour ce film qui s'expriment avec beaucoup de lucidité tellement israélienne dans ce film, permet de toucher du doigt effectivement la problématique de la question que vous soulevez. C'est-à-dire que 50 ans après, un peu plus de 50 ans, 52 ans maintenant après la guerre du Kippour, on s'aperçoit que le même aveuglement, les mêmes considérations au fond parfois erronées, les mêmes problèmes d'analyse à l'égard des adversaires, des ennemis qui sont aux portes du pays, parfois ne permettent pas à un gouvernement, un exécutif israélien qui pourtant a tellement de ressources et tellement de capacités opérationnelles ne permettent pas d'envisager ce qui peut se passer. Parce que tout simplement, il n'a jamais été envisagé que le Hamas soit en haut des scénarios les plus opérationnels et les plus meurtriers pour Israël. Depuis des années, c'est le Hezbollah, l'Iran, le nord du pays qui est considéré comme étant la zone de danger. Le Hamas a toujours été considéré en bas de la liste. Et c'est justement là l'erreur, c'est qu'ils ont pu se développer tranquillement, entre guillemets, je dirais, sans attirer l'attention, alors qu'il y avait de multiples signes, et les experts que l'on a rencontrés vont l'expliquer de manière très précise. Il y avait de multiples signaux qui auraient pu permettre de construire une analyse qui peut-être aurait pu, je ne sais pas quoi, mais en tout cas forger une attitude différente de la part des autorités. Parmi les guetteuses enlevées par le Hamas, l'une est tristement célèbre avec son jogging imbibé de sang, Naama Levi, tiré d'une Jeep par un terroriste. C'est une vidéo qui est sortie le 7 octobre même. Vous n'avez pas réussi à obtenir le témoignage de ces otages qui ont été libérés 500 jours après ? On n'a pas non plus, comment dirais-je, trop insisté. À partir du moment où on a vu à quel point le retour de ces 5 filles qui étaient emblématiques et qui sont revenus, et on se souvient de la scène de leur sortie avec une puissance et une dignité époustouflante. On a vu à quel point immédiatement elles ont été happées par le fait de s'investir dans la zone, sur la scène publique israélienne, de s'investir même politiquement pour la plupart d'entre elles, de manière à pouvoir dire il faut maintenant que tous les otages sortent, et même rentrer dans une logique militante politique. Et à partir de là, on a vu et on a récupéré nous le témoignage de la première otage libérée dans le cadre de l'opération spéciale, Aurélie Médicis, qui nous a parlé, qui m'a donné une interview. Et on a parlé également avec Maya Dichenchik, qui elle a été qui s'est échappée le jour du 7 octobre. Donc ce qui nous importait, c'était aussi le récit de ce qui s'est passé ce jour-là. Et avec Maya et Ori, on a pu, et les 2 autres collègues, on va dire, on a pu aussi donner à comprendre et reconstruire le récit de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce sont effectivement des témoignages qu'on a très peu entendus, donc ça donne effectivement une certaine richesse à votre récit. Malgré la tristesse des familles, de ces guetteuses qu'on peut observer dans votre documentaire, tous et toutes appellent à la paix.
Avez-vous justement senti la résilience inébranlable de ces mères et de ces pères, Michaël Darmon? Je pense que la résilience de ce qu'on appelle cette idée assez forgée rapidement, je pense, de la résilience israélienne, est en trompe-l'œil. En réalité, il n'y a pas de vraie résilience. Il y a une fuite en avant. Il y a une détermination que c'est parce qu'on continue d'avancer que les choses pourront s'améliorer. Mais ce dont je suis persuadé maintenant en fréquentant depuis sur des années cette société à travers ces épreuves multiples, c'est qu'en Israël, personne ne trouve le temps vraiment de s'arrêter, de réfléchir sur ce qui s'est passé. Il y a une grande capacité d'analyse du collectif, une grande capacité de réaction, de réactivité aux événements qui sont imposés au collectif, mais c'est dans ce mouvement perpétuel que la force se trouve, comme une sorte de deep learning. Mais le sujet, il est qu'en réalité, pour pouvoir vraiment se poser, il faudrait qu'il y ait un temps, je dirais, de sérénité qui soit retrouvé dans cette société et que des études soient consacrées pour pouvoir vraiment expliquer qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il au sein de la société israélienne. De ce point de vue-là, les Israéliens comptent sur leur propre force, mais est-ce que c'est de la résilience? Je n'ai pas encore vraiment la certitude. En tout cas, cette société est un exemple à la fois de lucidité, de dignité face aux épreuves et de capacité à pouvoir avancer et innover malgré la force des épreuves qui sont imposées. Dernière question, Michaël Darmon, qui sort un petit peu de ce documentaire. Évidemment, on connaît vos talents de journaliste, d'éditorialiste. Vous êtes plus que jamais au cœur de cette actualité terrible qui a lieu en ce moment au Proche-Orient. Quelles sont les perspectives alors que Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine? La guerre fait rage, toujours à Gaza. Quelles sont les perspectives pour demain? Est-ce que finalement un horizon se dessine en Israël et aussi pour le peuple palestinien? Pas encore, c'est encore beaucoup trop tôt parce qu'effectivement les otages ne sont pas encore revenus, donc la guerre ne peut pas du point de vue du gouvernement israélien s'arrêter. C'est la mission, justement, c'est un peu la prolongation de ce que on verra, c'est la mission au fond prépondérante qui est demandée par la société israélienne à son gouvernement, ça c'est une chose. Concernant ce qui s'est passé à l'ONU avec l'initiative française, on a assisté à la fois à la journée de la reconnaissance, mais aussi à la journée de la méconnaissance de la réalité du terrain, puisque aucun levier, je dirais, opérationnel et concret ne vont permettre à l'heure actuelle de pouvoir justement mettre en œuvre cette martingale, cette formule de la solution à deux États. Elle a pu exister pendant un temps dans les esprits et dans même les intentions à l'époque d'accord d'Oslo en 1993, quand Rabin et Arafat, les deux protagonistes, se sont rencontrés, se sont serrés la main et ont dit on arrête la guerre et on construit, et on tente de construire. Malheureusement, ce qui a fait exploser les accords d'Oslo, c'est le Hamas, qui était absolument opposé à justement à voir qu'un État palestinien à côté de l'État d'Israël puisse se créer, alors que le projet du Hamas, encore aujourd'hui, est de créer un État palestinien à la place de l'État d'Israël, ce qui change totalement la donne. Donc, solution à deux États, très bien, mais avec quel interlocuteur? Et on dit qu'il faut désarmer le Hamas, et le Hamas doit quitter le pouvoir, mais le Hamas va-t-il reconnaître l'État d'Israël? Donc il y a une forme d'irréalisme dans cette initiative purement diplomatique, techniquement diplomatique, mais qui ne change pas la donne sur le terrain. Merci beaucoup Michaël Darmon pour être venu nous parler de ce documentaire qu'il faut voir parce qu'au-delà de l'histoire de ces guetteuses du 7 octobre, on comprend aussi la faille sécuritaire de tout un pays face à cette tragédie le 7 octobre 2023. Le documentaire Les guetteuses du 7 octobre sortira le dimanche 5 octobre à 21h sur France 5. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.